Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Donc Jean-Guillaume Despature pour démarrer, directeur général de Somfy. Bonjour Jean-Guillaume. Bonjour. Donc j'ai mis star du confinement. Bon voilà, ça vaut ce que ça vaut. Ça vous fait sourire, tant mieux, parce que non, je dis si ça se trouve il va mal le prendre. Non mais quand même, je lis là ce que vous avez publié, parce que c'est ça le paradis. C'est ça qui fait que cette crise est insaisissable, hein, mesdames, messieurs. C'est qu'on a des secteurs à l'arrêt total qui sont en train de tout perdre, enfin laminer un vrai cauchemar. Et puis à côté, 25% de hausse du chiffre d'affaires sur le T3, avec, je lis le communiqué, hein, Jean-Guillaume, une intensité et une robustesse inattendues. Ça veut dire que vous remontez vos prévisions, c'est maintenant plus 3, plus 4% pour l'année. Avec, c'est intéressant ça, et on va démarrer là-dessus avant de savoir ce qui marche vraiment, etc. Parce que ça concerne toutes les entreprises. Vous dites finalement c'est moins de marketing, moins de voyages, moins de consulting, et donc finalement ça va faire plus de marge. Ah, vous l'avez écrit. Bonjour. Mais alors, premièrement, ça fait pas forcément plus de marge par rapport à ce qu'on espérait faire en début d'année. Non. Quand on dit qu'on remonte nos prévisions, c'est bien les prévisions qu'on avait faites sur les chiffres de fin juin, et on ne s'attendait pas effectivement à ce que juillet, août, septembre soit aussi fort. En revanche, évidemment, la première conséquence du coronavirus, je vous rappelle, on est le 15 mars, on ferme nos usines. Qu'est-ce que c'est? C'est de toute façon couper les voyages. On ne peut plus voyager à cause du virus, mais c'est aussi couper les investissements en termes de marketing, en termes de consulting, parce qu'on ne sait pas forcément la direction que prendra cette crise sanitaire. Donc le premier réflexe, c'est de protéger l'entreprise. Maintenant, évidemment, on va aussi couper dans la croissance future, et c'est pour ça qu'il ne faut pas trop le faire. Ouais, non, mais Alors, ben voilà, donc vous répondez. Parce que moi, je me dis, en fait, toutes les boîtes qui font comme vous, Somfy, on a quand même une marque, enfin je sais pas, le taux de reconnaissance il doit être colossal aujourd'hui pour... on a une autorité qui est forte en France, oui. Très forte. Est-ce que j'ai vraiment toujours autant besoin de matraquer en marketing? Peut-être que vous posez la question. Consulting, ça tourne bien, j'ai mes développements, ils sont lancés. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Voyage, alors là pour le coup je crois que c'est une question que tous les chefs d'entreprise vont se poser. Est-ce qu'il y a des éléments durables dans ces trois items là que je vous soumets? Dans ces trois coupes? Ouais, dans ces trois coupes. Ah, mais de toute façon elles sont uniquement conjoncturelles. Alors, conjoncturelles, d'accord. C'est uniquement conjoncturel. Les voyages, on est en plein budget. Pour les voyages, on a décidé que dorénavant on aurait une baisse de notre poste voyage, parce que de toute façon, on va avoir du mal à voyager dans les 18 prochains mois, et deuxièmement, ce coronavirus nous a forcé à apprendre à travailler différemment, avec les téléconférences et ainsi de suite, et donc on voyagera moins, à mon avis on voyagera mieux. Moi ça m'arrivait, 8 fois par an je faisais des voyages soit aux États-Unis soit en Asie, je passais pas mal de temps dans ces voyages en meeting interne. Dorénavant, quand j'irai en Asie ou aux États-Unis, ce sera pour aller voir des clients, ce sera pour aller voir les marchés, et pour comprendre le monde qui bouge. Et donc divisé par deux. Et donc divisé par deux. Divisé par deux. Exactement. C'est ça. Maintenant, pour ce qui est du conseil et pour ce qui est du marketing, on va de toute façon on en aura encore besoin demain et après-demain pour deux raisons. D'une part, le marketing, notre marque est connue certes, mais autour de nous, le monde du bâtiment vit des transformations qui sont telles qu'il y a d'autres marques qui arrivent et on doit garder notre longueur d'avance, on doit garder notre leadership. Et maintenant, le consulting n'est pas une fin en soi, c'est un moyen. Moi, j'ai une conviction très très forte qu'on vit une décennie qui est complètement charnière, en tout cas pour le monde du bâtiment, mais probablement pas que pour le monde du bâtiment. Et il faut absolument que les entreprises se transforment et se réinventent en se projetant sur l'avenir. Et de ce point de vue-là, le consulting, on en aura encore besoin dans les prochaines années. Donc là, on a vraiment sécuriser l'entreprise parce qu'on ne savait pas du tout ce qui allait se passer pendant cette année 2020. Mais je vous rassure, dès le mois de juin, on a réinjecté des finances en termes de marketing, en termes de conseil aussi un petit peu. Et actuellement, on a 2 campagnes médias en France et en Allemagne, qui sont nos 2 plus grands marchés, de façon à soutenir la notoriété de la marque. Qu'est-ce qui porte votre activité? Qu'est-ce qui justifie là, justement, que, malgré tout, vous puissiez afficher 3 à 4% de hausse sur l'année? Je pense qu'il y a d'abord, et j'espère, des éléments structurels. Après, il y a effectivement des éléments conjoncturels, parce que le Covid est venu nous impacter de plein fouet. Très rapidement, sur les éléments conjoncturels liés au Covid, premièrement, on a perdu quasiment un mois de production en fermant nos usines. Les chantiers ont été mis à l'arrêt mi-mars jusque début mai ou mi-mai. Certains pays plus que d'autres.
Et ce qu'on a observé en juin, juillet, août, septembre, c'est du rattrapage, en grande partie. Le deuxième élément qui était conjoncturel cette année, c'est lié au Covid, c'est les gens sont bloqués à la maison, ne partent pas en vacances. Les Français ont économisé 80 milliards d'euros en quelques mois. Et en même temps, on a un printemps qui est magnifique. Souvenez-vous, au mois de mars, on a eu un anticyclone super. Oui, on se souvient tous. Et donc, que font les gens? D'abord, ils investissent pour un routeur Internet, pour un bureau, pour un ordinateur, et puis ensuite, un barbecue, une table de terrasse. Et nous, d'abord, on a une saison qui est importante, qui est la saison du printemps. C'est la saison du store de terrasse ou du screen extérieur, donc de la protection solaire. C'est un moment de plaisir où on investit dans la maison pour se faire plaisir, pour rajouter une pièce dans la maison en mettant une pergola ou un store de terrasse. Et c'est arrivé pile au moment du Covid. Donc là, forcément, on a eu une saison du store qui était très très bonne. À mon avis, le Covid y a contribué, mais également notre empreinte internationale. L'Europe centrale, l'Europe de l'Est et l'Europe du Nord ont été moins impactés par le Covid que la France ou l'Europe du Sud. Et on a eu un anticyclone très très fort là-bas aussi. Et le troisième point sur le Covid, effectivement... C'est étonnant ça, hein, c'est pas la saisonnalité, c'est la météo-sensibilité. Il y a une météo-sensibilité qui est énorme. Une boîte comme Somfy, quoi. Et quand il fait beau, quand vous avez un mois de mars qui est fantastique... Premier truc que vous faites, vous appelez votre menuisier et vous lui demandez si vous pouvez s'il peut venir chez vous installer un store ou quelque chose. Et effectivement, la troisième conséquence du Covid, c'est que c'est un accélérateur de tendance. Et là, il n'y a aucun doute là-dessus. Et donc, pour l'équipement de la maison? Alors là, on vient beaucoup plus sur des sujets qui sont structurels. Et pour moi, qui sont d'abord la valeur refuge de la maison. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont compris que demain, ils passeront plus de temps à domicile, avec le télétravail, avec moins de voyages, et donc ils se rendent compte que investir dans sa maison, c'est aussi un sujet important. Et ensuite, on est porté par des tendances qui sont de fond, et à mon avis, qui sont très puissantes. La première, c'est la performance énergétique du bâtiment. Vous savez que le bâtiment, c'est plus de 40%, 44% de la consommation énergétique française. Et donc ça, c'est tous vos équipements domotiques. Enfin, ce qu'on appelait à une époque la domotique. C'est pas tous les équipements domotiques. Portail, garage, typiquement, ça ne sert à rien en termes d'économie d'énergie. Mais les volets roulants, les stores d'intérieur, les stores de terrasse ont un impact réel et tangible. Nous, on a des exemples de bâtiments de bureaux sur lesquels vous pouvez avoir 30% d'économie d'énergie entre la clim, l'éclairage et les stores, entre un bâtiment qui est asservi versus le même bâtiment qui n'était pas asservi avant. Donc on a vraiment une tendance qui est très très forte sur la performance énergétique des bâtiments. C'est 30% des émissions de carbone en France. Donc c'est vraiment au cœur des enjeux du réchauffement climatique. Ensuite, on a évidemment la notion de la maison connectée. Et personnellement, je ne crois pas spécialement... Alors, je ne crois pas tant à la notion de maison connectée dans son ensemble, mais vraiment, je suis convaincu que les équipements connectés doivent apporter des bénéfices aux consommateurs. Ce qui va vous apporter un vrai bénéfice, ce n'est pas le fait que vos volets roulants parlent à votre alarme, c'est le fait que vos volets roulants vous parlent et que vous puissiez les contrôler à distance. Typiquement, vous prenez une chaudière, si demain vous devez changer de chauffe-eau, un chauffe-eau connecté ou un chauffe-eau non connecté vont vous apporter des bénéfices qui seront différents. Nous, notre enjeu, c'est de faire en sorte que le fait d'avoir des volets roulants connectés, ça va vous apporter un vrai bénéfice et une vraie fonction en plus. Dans un environnement ouvert ? Dans un environnement... Somfy parle à tous les autres objets qui pourraient être connectés dans la maison et qui ne sont pas forcément du Somfy. Alors ça, c'est un postulat de base. Et en fait, on se retrouve un peu dans le monde de la micro-informatique dans les années 95-2000, où il fallait tout installer soi-même, les antivirus, les mises à jour, et ainsi de suite. Aujourd'hui, dans la maison, on est encore à la même époque. Faire connecter vos volets roulants avec votre chaudière, avec votre alarme, c'est tout à fait possible. On le sait le faire depuis très longtemps. C'est très compliqué. Ça coûte beaucoup d'argent. On a de plus en plus de protocoles ouverts, de protocoles communs. On parle beaucoup de Zigbee aujourd'hui, sur lequel nous on investit massivement. Je sais pas ce que c'est. Alors Zigbee, c'est exactement comme Bluetooth ou comme le Wi-Fi, mais c'est spécifique pour les cas d'usage de la maison. Ça alors. En termes de consommation d'énergie, en termes de bande passante, en termes de prix de la solution, vous avez des protocoles qui vont coûter moins cher à mettre en œuvre dans votre machine à laver, votre chaudière, votre alarme ou vos volets roulants. Je comprends. Et donc, un des enjeux, pour moi, les deux enjeux clés de la maison connectée, c'est d'abord apporter des vrais bénéfices aux consommateurs vis-à-vis de cas d'usage qui sont spécifiques et qui évoluent, mais c'est également une interopérabilité. Les Anglais disent seamless. Et il faut que la maison connectée soit seamless. Merci beaucoup, Jean-Guillaume. Bismarck continue. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France.
Pour terminer, donc, Édouard Dumortier, le fondateur d'Allo Voisin. Bonjour Édouard. Bonjour Je Stéphane. vous ai rendu hommage tout à l'heure en faisant le sommaire. Franchement, ce bouquin, donc, Le futur de l'économie collaborative, parle de l'économie collaborative, mais pas seulement. Bien sûr, ouais. Et c'est un petit précis de microéconomie contemporaine que vous avez fait. Donc vraiment, alors notamment les étudiants, mais tous ceux qui veulent comprendre ce qui est en train de se passer en termes de business. Vous faites pas de la macro, un petit peu, vous faites un petit peu de macro, mais sinon en termes de business, c'est un gros boulot que vous avez fait. Ouais, c'est un gros boulot. C'est un gros boulot, puis ouais. on sent le... Enfin, je sais pas quelles ont été vos études, Édouard, mais à mon avis, vous... Je fais une école de commerce. Ouais, c'est ça, Ouais. puis avec de la prépa, etc. Enfin, vous avez J'ai bouffé, fait les quoi. SCA à Angers, ouais. Ouais, vous avez appris à bosser, quoi. J'ai appris à bosser. Après, oui. j'ai fait ça pendant le confinement, on va dire nuit et week-end. Ouais. La journée, je m'occupais de ma boîte et la nuit, week-end, j'écrivais. Et alors, donc, au début, vous vous dites, oh, économie collaborative, franchement, les gars, ouais, attendez, alors, je me disais ça aussi, comme je vous connais, je vous aime bien, je dis, je vais regarder, et boum, je tombe sur l'une des idées reçues que je combats en permanence, consiste à dire que l'économie collaborative est avant tout une démarche purement solidaire fondée sur l'entraide désintéressée. Il n'en est rien. Et là, je me Absolument. suis dit, tiens, ça m'intéresse. Ça, c'est plutôt la cerise sur le gâteau. Mais si on regarde le gâteau, l'économie collaborative, comme le dit Wikipédia, c'est avant tout un modèle économique. Donc, j'insiste parce que c'est super important. Super important. C'est là où ça vient se mettre justement en face des modèles économiques traditionnels, mais c'est un modèle économique dans lequel l'usage va venir remplacer la propriété. Alors il y a des modèles qui sont ultra connus et qu'on discute même pas. Je pense à par exemple l'industrie musicale. Aujourd'hui, ça n'est que de l'économie collaborative. Que Comment vous ça ? preniez Apple Music, Deezer, Spotify et consorts, on possède pas la musique qu'on écoute en permanence. Netflix, c'est pareil. On ne fait que consommer l'usage. Et on est bien dans un modèle économique pur et dur. Ça alors, parce que c'est vrai qu'à un moment vous parlez de Netflix, alors il aurait fallu peut-être l'expliquer un tout. Mais qu'est-ce que Netflix vient faire là-dedans ? C'est de l'économie de l'usage. C'est l'économie de l'usage. La presse, aujourd'hui, en ligne, c'est l'économie de l'usage. Quand vous venez consulter un article sur le web, il vous vient pas forcément à l'idée d'acheter cet article. Moi, j'adore la musique. Je suis abonné sur l'une de ces plateformes de streaming. Et j'ai téléchargé toute la musique que je veux de manière légale, parce que je paye pour ça. Bien sûr. Mais en aucun cas, ça me viendrait à l'idée d'acheter tous ces albums. Et pour autant, je consomme de la musique plus que jamais. Donc c'est de l'économie collaborative. C'est de l'économie de l'usage, donc c'est de l'économie collaborative. Mais alors on est aux antipodes de Allo Voisin, qui est votre boîte. Où c'est, alors vous le racontez d'ailleurs, hein, c'est prête-moi ton taille-haie. Et pour le coup ça a fait tilt dans ma tête parce que j'ai un taille-haie et c'est vrai que c'est complètement idiot. Oui et parce non. que pour le coup on s'en sert vraiment 2 fois par an si on est consciencieux, 1 fois par an le plus souvent. Ce qu'il faut comprendre avec l'économie collaborative, et c'est là où c'est à mon sens passionnant, c'est que on prend l'exemple du taille-haie. Il y a 20 ans, quand je devais tailler ma haie, j'avais besoin d'un taille-haie. Donc je faisais quoi ? J'allais chez Leroy Merlin, chez Casto pour pas les nommer, et j'achetais le matériel. Et voilà. Puis après est arrivé Le Bon Coin, là encore pour ne pas le nommer, et là il y a une première brèche dans la notion de propriété, parce que d'un coup je me suis dit je ne suis plus obligé d'acheter neuf et je vais acheter d'occasion, et on rend quelque part la notion de propriété assez temporelle, c'est-à-dire il y a une date de début, il y a une date de fin dans la notion de propriété. Ok, on l'avait déjà avec l'automobile, hein, la voiture de On l'avait déjà avec l'automobile, mais c'était automobile, immobilier, c'était pas élargi à tous les pans de la consommation. Puis Ok. après est venu en fait l'usage, c'est-à-dire je vais emprunter le taille-haie, voire même je vais emprunter les bras qui sont au bout du taille-haie du voisin. Et en fait ce qui change, c'est qu'il y a 20 ans j'avais besoin d'un taille-haie, aujourd'hui j'ai besoin d'une haie taillée. Ça n'a rien à voir. Et c'est vrai pour Le l'automobile, problème, Édouard, notamment. c'est qu'on a tous besoin au même moment. Pas nécessairement. Et après... Si, vous taillez les haies au même moment. Hein. Vous les taillez au printemps, vous les taillez au mois d'août. Hein. Oui, c'est sûr. Voilà. Alors, il y a plus de demandes au printemps, effectivement, qu'au mois d'août. Mais après, ce qui est passionnant là encore, c'est que ça rebat les cartes sur énormément de modèles. Par exemple, l'automobile, aujourd'hui, les constructeurs automobiles ont tous pris conscience qu'on allait basculer d'une économie de la propriété du véhicule, de l'automobile, à une économie de la voiture utilisée, partagée. Et donc, vous Pas avez sûr les là-dessus. constructeurs... Vous avez raison, mais sur l'automobile, le Covid a cassé une petite dynamique. Je pense pas. Le Covid est venu mettre un coup d'arrêt d'un point de vue sanitaire, comme sur énormément de secteurs d'activité. Ça ne veut pas dire que tous ces secteurs d'activité-là sont à mettre à la Bah poubelle. si, parce que quand je monte dans une voiture, j'y suis vraiment pour un petit moment, habitacle fermé, etc. J'ai besoin de beaucoup de garanties. Oui, bah regardez les chiffres de Blablacar de cet été, ils ont été excellents. Donc effectivement, il y a eu un coup d'arrêt pendant la période Covid. C'est normal. Il y a eu un coup d'arrêt sur Airbnb, il y a eu un coup d'arrêt sur Blablacar, mais comme dans plein de secteurs d'activité traditionnels. Pour autant, ça ne remet pas en cause une dynamique
qui est tout sauf un effet de mode et qui est une dynamique de fond. Alors attendez, parce que comme j'ai aimé le bouquin, j'avais préparé des questions, ce que je fais jamais. Mais là, j'ai préparé des questions. Est-ce que c'est l'économie de la décroissance? Absolument pas. Alors il y a une autre idée reçue que je combats aussi, c'est de dire que finalement... Quand on se prête les trucs, on en fabrique moins. Oui, mais c'est pas forcément l'économie de la décroissance. Il y a un côté disruptif, ça c'est sûr, mais c'est pas l'économie de la décroissance. Il y a une autre, je disais, il y a une autre idée reçue que je combats également, qui consiste à dire que finalement, l'économie collaborative, c'est un rejet de la société de consommation. Mais c'est l'inverse. En réalité, c'est l'inverse. C'est-à-dire, c'est le moyen que trouve le consommateur pour pouvoir continuer à hyper consommer. Et ça, là encore, ça change beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'en fait, je me dis, j'ai plus forcément la nécessité ni le sens, parce qu'il y a la question du sens qui est prépondérante, d'acheter un taille EE9 qui va me coûter une fortune. Je vais m'en servir 2 fois dans l'année. Je ne sais pas où le stocker, etc. Où est le sens? Tandis que si je l'emprunte, ça va me coûter 10 €. Je vais avoir accès à un matériel de grande qualité et je vais satisfaire mon besoin. Donc, on n'est absolument pas dans le rejet de la société de consommation, mais au contraire, ça permet de pouvoir continuer à hyper consommer. Et j'ajouterais aussi que on est en train du coup de passer d'une économie qui est basée sur le combat du prix. On nous vend de la marchandise qui est standardisée, où le seul combat qui compte, c'est le prix. Alors c'est le moins cher, je vous rembourse 2 fois la différence, c'est l'opération prix cassé, c'est le Black Friday, c'est tout ce qu'on veut. Voilà, mais c'est le prix, sauf qu'à force de baisser les prix, on en vient à baisser la qualité. Voilà. Et l'économie collaborative, contrairement à ce que l'on peut penser, c'est pas de la mauvaise qualité, c'est l'accès à la qualité, mais à des conditions économiques qui défient toute concurrence. Donc ça veut dire que, alors pour garder le taille-haie, finalement je peux moi le payer un peu plus cher, avoir un super taille-haie, si je sais que je vais pouvoir l'amortir en le prêtant à mes voisins. Bien sûr. Et puis vous, quand vous allez tailler votre haie, vous allez aller louer le matériel d'un voisin ou les bras qui sont du matériel du voisin pour que ça soit super bien fait. Mais un matériel de qualité, ça va rien vous coûter. Et vous allez répondre à votre besoin. Est-ce que c'est l'économie de la famille décomposée ? En partie, ouais, hein. En partie. Bon, ça c'est vraiment très structurel, mais on a une explosion des familles monoparentales. Tout à fait. On a un vieillissement de la population. Donc effectivement, ça répond en partie. On a aussi d'autres phénomènes qui font que les loyers... Des nécessités de doublons, quoi, sur beaucoup d'équipements aujourd'hui. Oui, et puis on a aussi les logements qui sont de plus en plus petits. Et il faut stocker, donc c'est loin d'être anecdotique. Donc effectivement, il y a tout ça qui est mis bout à bout, mais ça a aussi quelque chose de vertueux, c'est que c'est un mouvement qui est intergénérationnel. Je prends un exemple, vous avez des retraités, des 3e, 4e âge, etc., qui sont de plus en plus informatisés, qui ont une box internet, un ordinateur, etc., mais à qui il arrive des pannes ou des dysfonctionnements auxquels ils sont pas en capacité de répondre. Ils vont indiquer, on le voit tous les jours sur le voisin, ils vont poster leurs demandes, indiquer leurs besoins, et qui répond? Des petits jeunes qui viennent et qui dépannent. Donc on a quelque chose d'intergénérationnel. Alors, ce qui nous amène à l'ubérisation généralisée. C'est-à-dire qu'en fait, on a commencé en disant, et c'est vous qui l'écriviez, hein, non, c'est certainement pas une démarche purement solidaire fondée sur l'entraide des intéressés, en gros une démarche de gauche, voilà, on va dire ça comme ça. Non, au contraire, c'est une démarche de droite, et alors de droite hard, c'est-à-dire c'est la démarche du capitalisme dans ce qu'il a le plus dur, avec cette ubérisation générale. Pas nécessairement. Et le petit gamin qui va venir comme ça réparer la box, qui va se faire payer au black les 3/4 du temps. Alors, on n'a rien inventé par rapport à ça. Il faut savoir que l'économie collaborative, le troc, ça existait avant l'argent. Il n'y a rien de neuf sous le soleil. C'est juste que le digital a remis ça au goût du jour, l'a rendu moderne, attractif, sexy. On y met aussi beaucoup de sens autour de ça. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a la notion de la consommation locale, la consommation durable, il y a la consommation responsable. Après, là aussi où je mets en garde justement dans mon livre, c'est que je dis attention, il ne faut pas confondre la disruption et l'ubérisation. Je voudrais pas être trop technique, mais... Ah si, tu peux, c'est Bismarck. La disruption, c'est quoi? C'est finalement quand on va venir remettre en cause de manière très brutale un modèle établi. C'est par exemple l'automobile qui va venir disrupter tout le monde du transport équestre au début du XXe siècle. C'est l'aviation commerciale qui va venir disrupter toutes les compagnies maritimes qui permettaient de traverser l'Atlantique sur des paquebots, etc. Okay. C'est Emmanuel Macron qui vient disrupter la vie politique française en 2017 en faisant voler en éclat une polarité droite-gauche, etc. Et l'ubérisation alors ? L'ubérisation, c'est beaucoup plus l'économie collaborative, c'est-à-dire c'est l'économie de l'usage, ça va être de rendre chacun économique. Alors on a la conjonction de ces deux phénomènes, c'est-à-dire que la disruption n'est pas forcément toujours collaborative, mais il se trouve que l'économie collaborative est disruptive, oui, donc ça vient amplifier le phénomène. Édouard Dumortier, donc le futur de l'économie collaborative, et les amis, on se retrouve demain. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Merci.
Merci Édouard Dumortier, le futur de l'économie collaborative. Et nous, on se retrouve demain sur Sud Radio. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France.